Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Avant tout, il n'est pas encore trop tard. Je vous souhaite une très bonne année 2023 pour vous et vos proches. Évidemment, une très bonne santé et je l'espère, beaucoup de bonnes affaires. Ce matin, vous êtes 70 inscrits à ce webinaire, même si tout le monde n'est pas encore arrivé. Mais comme d'habitude, nous commençons vraiment à l'heure, c'est important, pour pouvoir respecter le créneau de 9h à 10h. Je suis ravi de vous voir aussi nombreux à notre 4e événement Visio Eco. Nous commençons 2023 dans un contexte social plutôt tendu. D'ailleurs, la démocratisation des visios nous permet d'assurer certains événements malgré les mouvements de grève comme aujourd'hui. La dernière partie de 2022 était plutôt calme et nous attendons avec impatience les perspectives 2023 de Maxime Darmé, économiste senior France et États-Unis de chez Allianz Trade. Pour rappel, la première Visio Eco avait eu lieu le 28 janvier 2021. C'est devenu un rendez-vous incontournable organisé 2 fois par an en partenariat avec Allianz Trade et j'en profite pour remercier tout particulièrement Claire Favre qui assure la coordination entre les économistes et la FFDM. Je vous rappelle les bonnes pratiques, notamment celle de couper votre micro. Je vous précise également que le webinaire est enregistré. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat de Teams et nous les transmettrons à Maxime sur la dernière partie de son intervention. Maxime, je vous laisse la parole. C'est à vous pour 45 minutes. Merci beaucoup, David. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour entendre nos perspectives économiques 2023 d'Allianz Trade. Donc voilà, je vais parler à peu près 30-35 minutes et comme David l'a précisé, on pourra prendre les questions vers la fin de séance. Donc, sans plus attendre, écoutez, commençons directement avec les perspectives mondiales, globales, avant de parler plus en détail de la France dans la deuxième partie de la présentation. Alors, on tape toujours à Allianz Trade sur un scénario de récession modeste, ou voire de stagnation dans les principales économies avancées pour l'année 2023. Donc le scénario n'a pas vraiment bougé, mais c'est vrai que depuis quelques semaines, on a eu quelques meilleures nouvelles, on va dire, sur le front de l'économie mondiale, notamment en provenance de Chine et d'Allemagne. Alors là, vous avez par exemple à gauche, en Allemagne, un certain nombre d'enquêtes, enquêtes entreprises, enquêtes marché financier et confiance des consommateurs. Et vous voyez que depuis la fin 2022 et le début 2023, ces enquêtes se sont assez nettement redressées après avoir atteint des niveaux extrêmement faibles. Donc, il y a un petit regain d'optimisme ou plutôt un peu moins de pessimisme. Il n'en demeure pas moins que les chiffres de l'Allemagne du 4e trimestre 2022 qui sont tombés il y a quelques jours ont montré que le PIB a reculé de 0,2%. Donc, l'Allemagne semble se diriger vers une petite récession comme prévu en ce qui la concerne. Mais néanmoins, voilà, peut-être un peu plus, une situation un peu moins dégradée qu'on aurait pu le craindre il y a quelques semaines. Et la deuxième nouvelle, encore plus importante, peut-être, c'est ce qui s'est passé en Chine. Depuis décembre également, les autorités ont relâché la politique, ont abandonné carrément la politique zéro Covid. Donc là, ça y est, l'économie est en forte phase de redémarrage, de reprise, de rebond post-Covid. Là, vous avez à droite un petit peu les fameuses données de mobilité qui mesurent en gros le nombre de personnes qui circulent, métro, magasin, ce genre de choses. Et on voit que c'est la courbe bleu clair 2022, fin 2022, est en très forte augmentation. Et là encore, vous n'avez pas toutes les dernières données puisque ce sont des données journalières. Donc, j'ai pas pu les mettre à jour forcément. Mais clairement, un fort rebond en Chine. Plus précoce qu'attendu, puisque nous, la majorité des analystes s'attendions à un abandon de la politique Covid, pas avant le deuxième trimestre 2023. Donc, on a clairement été surpris par ce relâchement plus rapide qu'anticipé. Donc, tout ça est plutôt une bonne nouvelle pour l'économie mondiale, je dirais, prise dans son ensemble, même si on va voir, pour nous, côté européen, on va dire que les effets positifs à attendre de la Chine qui se réouvre ne sont pas forcément très importants. Alors, un point sur le commerce mondial et nos attentes. Alors là, c'est vrai que les perspectives sont quand même assez mauvaises, je dirais, du moins à court terme.
On le voit bien dans les enquêtes. Donc là, vous avez à gauche les côté États-Unis, donc de la deuxième puissance commerciale. Donc c'est intéressant de voir ce qui s'y passe sur les perspectives d'export. Et on voit que le fameux index PMI, c'est la courbe bleu clair, les nouvelles commandes à l'export, vous voyez qu'il y a une très bonne corrélation avec les exports de biens réels américains. Et on voit que c'est en chute assez important entre fin 2022 et début 2023. Et donc, si on en croit ces graphiques, dans les prochains mois, les exportations américaines devraient ralentir, voire se contracter assez nettement. Donc, un commerce mondial de biens et de services qui vraiment sera très faible en 2023, ce qui est logique puisque vous avez, comme je l'ai dit, et j'y reviendrai, les économies avancées, zone euro, États-Unis, Royaume-Uni, qui seront en récession modérée ou en stagnation. Sur la Chine, alors sur la Chine, effectivement, comme je l'ai dit, c'est une bonne nouvelle, très certainement pour les pays de la zone Asie-Pacifique, qui ont des liens commerciaux très, très étroits avec la Chine. On pense à Taïwan, on pense à la Corée, on pense à Hong Kong, et aussi on pense à l'Asie du Sud-Est, notamment avec des pays comme la Thaïlande, qui vont voir le retour des touristes chinois. Donc ça, c'est clairement un signe très, très positif pour ces économies. Néanmoins, un peu plus loin, donc côté européen, je crois que le rebond qu'on pourra attendre sur nos exportations de biens sera assez limité. Là, vous avez à droite, par exemple, en Chine, des indices PMI sur les nouvelles commandes dans le secteur manufacturier et dans le secteur non manufacturier, donc essentiellement les services. Et vous voyez qu'à la toute fin 2022, ce qui avait vraiment chuté, c'était les commandes dans le secteur des services, dans le secteur non manufacturier. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, cette politique zéro Covid, elle a surtout impacté très négativement l'économie domestique et la fourniture de services domestiques, les restaurants, les transports, ce genre de choses. Donc, le rebond sera d'autant plus fort. Oui, j'ai plus de son. Non, moi non plus. David, Également. tu as du son? Non, également. Maxime? C'est revenu. Moi, ça a bloqué. Moi, j'ai plus de son, hein. Non plus. Ouais, non, moi non plus. Maxime, on t'entend plus. Première, à forcière, oui. C'est pour ça qu'en introduction, je vous disais. Moi, j'ai à nouveau du son. Ouais, Maxime, on t'a On t'a perdu. Maxime. Oui, allô, allô? Ouais. Si tu peux revenir peut-être sur la slide d'avant parce que ça s'est ça a planté. Est-ce que vous m'entendez maintenant? avant. Oui, oui, on t'entend Ouais. maintenant. Voilà. Pendant une minute, D'accord. ça a coupé. Ouais. Alors peut-être quand je commentais le deuxième graphe à droite. Ouais, exactement. D'accord. Donc je reprends. Donc, oui, je disais sur les gains à attendre donc, de ce phénomène économique majeur qui est la réouverture chinoise en 2023. Donc, clairement, on suit ça de près. Donc, je disais, c'est très positif pour les économies de la zone Asie-Pacifique, certainement, mais pour nous, côté européen, côté américain également, il n'y aura finalement pas grand-chose à attendre. Et ce que je vous disais, c'est qu'en fait, cette politique zéro Covid, elle a surtout impacté les services domestiques, c'est-à-dire les services, la restauration, le tourisme, l'hôtellerie, ce genre de choses, les transports, ce genre de choses. Donc, le potentiel de rebond sera très fort dans ces secteurs qui vont avant tout profiter aux entreprises chinoises et basées en Chine. Mais vous voyez bien que le secteur manufacturier, donc c'est l'autre courbe, à droite, le secteur manufacturier, les nouvelles commandes finalement ont assez peu chuté. Ce qui veut dire que le regain d'export pour nous, Européens, en termes de biens manufacturés, sera vraisemblablement limité, puisque la demande de biens manufacturés en Chine n'a jamais vraiment plongé fortement, en dépit de la politique zéro Covid. Donc clairement, un gain qui sera essentiellement porté sur l'économie domestique, plus que sur les importations de biens. Donc voilà, c'est un point important. Et deuxième point pour nous Européens, ce qui est très important aussi, c'est l'effet prix des matières premières. Donc là, c'est moins réjouissif puisque la Chine est en train de revenir sur les marchés des matières premières avec un appétit extrêmement vorace. Là, vous avez à gauche, par exemple, la demande les importations en volume
des principaux postes de matières premières en Chine. Et on voit que certains postes comme le charbon ou les métaux de fer à iron ore, donc à droite, ont assez fortement chuté. Je crois que c'est les plus fortes chutes depuis le début des années 90. Hein. Typiquement, la Chine, chaque année, importe un petit peu plus en volume de matières premières. Donc là, on voit qu'en 2022 est une année assez exceptionnelle avec une baisse de certains d'importation en volume de certaines matières premières. Donc, à fortiori que la Chine redémarre, la demande pour ces matières premières va augmenter. Par exemple, les minéraux de fer et les minéraux de cuivre, qui sont très importants dans le secteur de la construction. Secteur de la construction qui devrait repartir au cours de l'année, puisque les autorités chinoises ont bien ciblé ce secteur pour relancer l'économie. On devrait s'attendre à des hausses, en tout cas à un plancher sur le prix des matières premières. Là, vous avez à droite, par exemple, en données hebdomadaires, les principales matières premières, les métaux industriels, le pétrole, les matières premières agricoles également. Et vous voyez que depuis début 2023, on a un petit rebond quand même assez net dans toutes ces matières premières, et ce qui n'est pas étonnant, puisqu'encore une fois, la Chine, qui est très vorace, qui est le premier consommateur mondial pour un certain nombre de matières premières, la majorité des matières premières même, est de retour sur les marchés. Donc pour nous, Européens, qui subissons un prix du gaz notamment très élevé, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. En tout cas, le prix des matières premières, clairement, ne devrait pas baisser. Il devrait un petit peu augmenter courant 2023 à des niveaux assez élevés. Alors maintenant, passons aux États-Unis. Alors aux États-Unis, on a eu les chiffres du 4e trimestre 2022 qui étaient meilleurs que prévu. Mais dans les détails, on voit que c'est quand même pas très réjouissant avec la demande intérieure qui commence sérieusement à s'effriter, puisqu'aux États-Unis, l'activité a surtout été portée par les stocks, la reconstitution des stocks. Donc là, vous voyez à gauche les enquêtes ISM, donc les enquêtes entreprises, si vous voulez. Donc pareil, vous avez le secteur manufacturier, vous avez le secteur non manufacturier, et on voit que depuis la fin 2022, il y a une chute assez importante à des niveaux quasi récessifs, je dirais. Vous avez vu que la dernière fois qu'on a des niveaux aussi faibles, c'était pendant la pandémie de Covid en 2020 et aussi en 2008-2009 pendant la grande crise financière. Donc là, clairement, l'économie américaine est en train de plier, je crois, sous l'effet du resserrement de la Fed, hein, qui a débuté maintenant il y a plus d'1 an. Donc clairement, les effets se font nettement sentir, et on s'attend, nous, en fait, à ce que l'économie américaine est en train de rentrer en récession. Là, au premier trimestre 2023, au moment où nous parlons, nous pensons que l'économie américaine est en train de rentrer en récession, et une récession qui devra durer 2 à 3 trimestres, probablement. Là, vous avez à droite des indicateurs qui sont intéressants, puisqu'ils permettent de voir ce qui va se passer peut-être dans les 6-12 prochains mois. Vous avez donc ce qu'on appelle les CI loans, c'est-à-dire les prêts accordés aux entreprises par les banques américaines, donc les prêts commerciaux et industriels, CNI. Et on voit qu'il y a une bonne corrélation avec les standards de crédit, c'est-à-dire en gros le robinet de crédit, si vous voulez. La courbe bleue, ça vous montre le nombre de banques qui ouvrent le robinet de crédit ou qui ferment le robinet de crédit. Et quand ça descend, c'est-à-dire qu'il y a plus de banques qui ferment le robinet de crédit, ce qui se passe typiquement en phase de resserrement monétaire. Hein. C'est un des principaux canaux de transmission des chocs de politique monétaire. Et on voit qu'avec un décalage de 12 mois, il y a une bonne corrélation, donc ce qui veut dire que dans les prochains mois, on devrait voir un repli des volumes de crédit accordés par les banques américaines auprès des entreprises. Donc clairement, un effet négatif sur les investissements, a fortiori, et sur la croissance. Donc je crois que ça vraiment sous-entend notre scénario récessif pour 2 à 3 trimestres. Donc 2023, une année compliquée pour l'économie américaine, clairement. Alors maintenant, on va passer en zone euro, et c'est aussi bien sûr lié beaucoup à la France, mais je reviendrai sur la France dans quelques slides. Alors, la zone euro, c'est vrai qu'on est plutôt bien sorti en 2022, mais les perspectives, selon nous, Allianz Trade, 2023 vont être plus compliquées. Alors, il faut bien savoir que le choc énergétique n'a pas été totalement transmis, loin de là, et j'insiste vraiment là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires optimistes avec les prix du gaz sur les marchés de gros qui ont baissé grâce à un hiver plus doux qu'attendu. Donc tout ça est très très positif, mais néanmoins il faut bien comprendre comment fonctionne un choc énergétique, un choc gazier et un choc électrique. Il met beaucoup de temps à se diffuser, et pourquoi? C'est parce que vous avez un certain nombre de contrats, notamment dans le secteur des services,
qui sont non indexés ou semi-indexés au prix du gros. Donc là, je m'explique. Vous avez à gauche, par exemple, c'est très intéressant, centré sur la France, mais bon, le topo est le même dans les autres pays européens. Là, je m'inspire d'une enquête INSEE conduite fin 2022, donc très récente. Et on voit que niveau économie agrégée, donc c'est la petite barre bleue à gauche, donc au niveau agrégé des entreprises françaises, la facture d'électricité a augmenté de moins de 20%, ce qui est déjà beaucoup, mais comparé au choc sur le prix du gaz et de l'électricité sur les prix de marché de gros, finalement, ce n'est pas grand-chose. Par contre, si vous regardez le sous-ensemble des contrats qui sont, eux, indexés directement au prix de marché de gros, on voit que leur facture à ces entreprises-là, essentiellement dans le secteur industriel, qui typiquement, le secteur industriel, il y a plus de contrats indexés que dans le secteur des services, on voit que la facture d'électricité a bondi de 60% l'an passé. Donc clairement, le fait d'avoir des contrats non indexés, c'est un amortisseur du choc à court terme. Il y a aussi l'effet, bien évidemment, des soutiens des États avec les boucliers tarifaires, les subventions, les baisses de taxes sur la consommation énergétique. Vous avez toute une panoplie de mesures. Là, vous avez à droite les montants déployés en Europe en pourcentage du PIB. On voit qu'en France, notamment, c'est colossal. En Allemagne, c'est près de 9%. Si vous prenez l'ensemble des mesures, 9% de PIB, donc c'est colossal. Les mesures déployées par les États pour faire face à la crise énergétique et pour soutenir les entreprises et encore plus les ménages. Je dis encore plus les ménages parce qu'en France, c'est vrai que les milliards d'euros dépensés ont été, pour le moment, essentiellement mis sur la protection du pouvoir d'achat des ménages plutôt que sur les entreprises. Alors, pour rester donc sur cette thématique choc énergétique qui n'est pas encore totalement transmise, malheureusement, en 2022 et ça va se poursuivre en 2023. Donc, nous, on s'attend à une accélération des factures de gaz et d'électricité en 2023 par rapport à 2022. Toujours sur l'enquête INSEE à gauche, là, vous avez le secteur industrie et le secteur service. En bleu, vous avez donc la hausse des factures enregistrées, les factures d'électricité enregistrées en 2022 et les prévisions entreprises, puisque dans cette enquête INSEE, l'INSEE interroge aussi les entreprises sur leurs perspectives, sur leurs factures. Et on voit qu'il y a une forte accélération, notamment dans les services. Et là, on devrait avoir une hausse des factures d'électricité cumulées de près de 50%. J'insiste sur les services, puisque l'économie française est essentiellement une économie de services. Mais l'industrie, vous voyez que les hausses sont encore bien plus fortes, 120% en 2 ans. Donc, c'est vraiment un choc colossal qu'il ne faut surtout pas négliger. Les services, c'est important aussi parce que vous avez beaucoup de TPE, PME qui viennent de voir leurs factures augmenter. Donc, et la crise des boulangers qu'on a vue, qui est apparue début janvier, est assez emblématique, je trouve, puisque les boulangers, pour l'essentiel de l'année 2022, n'ont eu des hausses de factures que très modérées, mais en décembre, typiquement à la fin de l'année, vous êtes boulanger, vous renégociez votre facture avec votre fournisseur d'énergie, et là, c'est là que vous avez la hausse importante. Donc clairement, 2023, je crois, va être assez difficile pour les entreprises françaises. Là, vous avez à droite également une comparaison européenne en termes de factures, toujours au niveau corporate. Alors là, vous avez une décomposition électricité et gaz. Et on voit, bon, les hausses sont assez spectaculaires, notamment en Espagne et en Italie, un peu plus modérées en Grande-Bretagne, en Allemagne et en France. Et ces écarts sont essentiellement le fait des aides mises par l'État. Comme je vous l'ai dit, l'Allemagne a beaucoup de marge de manœuvre budgétaire. Elle a une dette très faible, donc elle peut se permettre de mettre beaucoup d'argent sur la table pour protéger ses industries, notamment son secteur industriel. Et c'est sans doute pourquoi l'Allemagne a été plus résiliente que prévu. C'est grâce vraiment au soutien budgétaire colossal. En France, il y a eu pas mal d'argent aussi, mais vous voyez qu'en Espagne, Italie, sont des États qui ont beaucoup moins de marge de manœuvre budgétaire, puisque leur dette est quand même, leur dette publique est très très importante. Donc, a fortiori, moins d'aides mises sur la table, et donc des entreprises italiennes et espagnoles qui malheureusement, elles, souffrent encore plus qu'en France ou qu'en Grande-Bretagne ou Allemagne. Ce qui d'ailleurs crée des problèmes de distorsion au sein de la zone euro, hein, bien sûr, entre les entreprises allemandes et françaises relativement aux entreprises espagnoles ou italiennes qui ont moins d'aides. Donc, bon, tout ça est un autre sujet. Alors, un point sur l'inflation rapidement et sur les taux, et ensuite je passerai aux perspectives France. Alors, c'est vrai que 2023, la bonne nouvelle c'est que ce serait une année où l'inflation devrait refluer assez nettement. Alors, pourquoi? Alors,
déjà, il faut savoir que les récessions, ou en tout cas les stagnations d'activité, typiquement, ça conduit à une baisse de l'inflation. Là, vous avez illustré pour le cas américain, États-Unis, à gauche, depuis les années 70. Donc, les espèces de barres que vous voyez sont les récessions enregistrées. Donc, il y en a eu quelques-unes hein, quand même depuis les années 70. Et on voit la courbe grise-verte, c'est l'inflation. Mais on voit qu'à chaque fois, pendant les périodes de récession, l'inflation a reflué. Ou juste après les périodes de récession, dans les quelques mois qui ont suivi, l'inflation américaine a reflué. Ce qui est un petit peu le cas typique dans un cycle économique. La récession, c'est un petit peu un mal pour un bien, si je puis m'exprimer ainsi. En gros, la récession, son but, c'est bien de sortir l'inflation du système, de réduire l'inflation. C'est le rôle de la récession, en fait. Et ça s'est toujours passé comme ça. Donc, voilà, les récessions attendues vont clairement permettre de réduire les pressions d'inflation sous-jacentes, je dirais. Il y a aussi un autre facteur un petit peu particulier en 2023, c'est l'amélioration des chaînes de valeur. Donc là, vous avez à droite la courbe bleue, le GSCSP Index. C'est quoi le GSCSP Index? C'est un indice de perturbation des chaînes de valeur qui a été calculé par la Fed de New York. Donc c'est assez intéressant et on voit qu'il y a une très forte corrélation. En tout cas, elle explique très bien, cet index explique très bien l'inflation des biens durables. Et comme vous le savez peut-être, au début, l'explosion de l'inflation, au début, c'était surtout dû à l'explosion de l'inflation des biens, puisque les consommateurs se sont précipités vers l'achat de biens, de télé, de jeux vidéo, de meubles, de voitures, puisque les possibilités de consommer des services étaient limitées. Donc à la base, c'est vraiment un choc j'insiste sur l'inflation des biens. L'inflation énergétique est venue dans un second temps avec la crise en Ukraine. Et vous voyez que depuis plusieurs mois, en gros, pendant l'essentiel de l'année 2022, l'indice de perturbation des chaînes de valeur s'est fortement replié, donc c'est une très bonne nouvelle. Les chaînes de valeur se sont rétablies, les entreprises maintenant ont pu reconstituer leur stock, et tout ça permet de limiter les pressions maintenant sur les prix des biens, et on le voit clairement côté américain, ce qui permet une désinflation dans ce secteur. Et en Europe, on ne le voit pas encore vraiment, mais on s'attend au cours des prochains mois à des bonnes nouvelles sur le front de l'inflation des biens qui devrait refluer grâce, encore une fois, à cette amélioration des chaînes de valeur, c'est-à-dire en gros à la fin des pénuries, les fameuses pénuries par exemple de semi-conducteurs, qui est assez emblématique pour le secteur automobile. Le secteur automobile avait des grosses pénuries de semi-conducteurs et donc il ne pouvait plus produire, ce qui a fait exploser le prix des voitures, par exemple. Alors, pour terminer donc, sur les perspectives monde, un petit point rapide sur les taux d'intérêt. Alors, les banques centrales, donc, clairement, sont devenues très agressives et à la poursuite de leur mandat. Leur mandat premier, c'est de rétablir une inflation à leur cible, qui est en général à 2%, et on y est encore très, très loin, ce qui veut dire que pendant longtemps, les taux seront élevés. Alors, on s'attend à quelques baisses de taux côté américain, côté de la Fed, en novembre-décembre, donc à la toute fin de l'année, puisqu'on pense que l'inflation sera suffisamment basse et l'économie suffisamment en récession pour que la Fed, finalement, lâche un petit peu du zeste. Zone euro, on voit plus ça pour 2024. Notre économie zone euro est en train de changer ses prévisions, mais on ne voit pas de baisse de taux maintenant en baisse côté de la BCE, la Banque Centrale Européenne, avant 2024. Mais l'idée, en gros, c'est que les taux resteront élevés pour longtemps, même si on peut voir des baisses de taux en 2024 ou fin 2023. L'idée, c'est quand même que les taux d'intérêt vont rester élevés pendant longtemps, ce qui est vraiment différent de ce qui s'est passé au cours des 2 dernières décennies, où typiquement les banques centrales avaient le luxe de pouvoir baisser leurs taux rapidement et fortement, puisque l'inflation était inexistante. Donc, typiquement, elles les baissaient au moindre ralentissement économique. Les banques centrales étaient extrêmement dans un rôle de soutien à la croissance, je dirais, puisque l'inflation était inexistante. Là, depuis la pandémie, le monde a bien changé. L'inflation de retour, donc les banques centrales sont extrêmement méfiantes. Donc, des taux d'intérêt qui vont rester élevés pour longtemps. Et parce que, encore une fois, les banques centrales sont très méfiantes des fameuses boucles prix-salaire. C'était les grosses erreurs des années 70, quand l'inflation a explosé. Une des grosses erreurs, c'est que les banques centrales ont laissé une boucle prix-salaire dans laquelle la hausse des prix pousse les salariés à demander des hausses de salaire, et les hausses de salaire entraînent des hausses des coûts pour les entreprises, et donc elles augmentent les prix. Et donc, c'est ces boucles-là qui entretiennent l'inflation. Donc là, on voit à droite, par exemple, que dans les principaux pays, les principales zones, on s'attend à un reflux d'inflation
en 2023, comme je vous l'ai dit, mais les baisses de salaire, donc c'est l'axe des ordonnées, on voit que nos prévisions de baisse de salaire seront plus modérées. Donc pour nous, les banques centrales vont clairement rester très très prudentes sur le front de leur politique monétaire pour éviter ce qu'on appelle donc les effets de second tour, hein, prix-salaire ou salaire au prix. Donc voilà, ça c'est pour les perspectives monde. Et donc sans plus attendre, je vais maintenant vous parler un peu plus des perspectives pour la France. Alors, sur la France, on a eu les chiffres du PIB du 4e trimestre ce matin, publiés par l'INSEE. Donc, ils nous ont montré que la croissance a été de 0,1, plus 0,1%, donc quasi stagnation. On était à moins 0,1 à l'Alliance Trade, donc c'est un petit peu meilleur que prévu, mais bon, en gros, on est autour de 0. Donc, clairement, l'économie française, à la fin 2022, est entrée en phase de stagnation. Et nous, on s'attend pour les 2 trimestres suivants, donc pour le trimestre en cours et pour le prochain, à des baisses de l'activité. Donc, en gros, c'est-à-dire une petite récession en France. On le voit dans les dernières enquêtes de janvier. Donc là, vous avez à gauche, encore une fois, les indices PMI, hein, qui sont des indices entreprises auprès des directeurs d'achat, donc secteur des services, secteur manufacturier. On voit que, bon, on est quand même à des niveaux assez bas, même si le secteur manufacturier s'est un petit peu redressé. Là, vous voyez la courbe bleue, la courbe bleu clair, il y a un petit redressement des perspectives, enfin de l'activité, pardon, du secteur manufacturier, mais néanmoins, globalement, ça reste à des niveaux bas. Et surtout, le secteur des services, qui est l'essentiel de l'économie française, reste plutôt sur une pente descendante assez forte. Peut-être encore plus marquant, je pense, à droite. Là, on regarde les nouvelles commandes. Pourquoi c'est intéressant? Puisque les nouvelles commandes, ça nous en dit un peu plus sur les perspectives à 4, 5, 6 mois. Donc, toujours les indices PMI. Et là, on voit que, pareil, c'est plutôt orienté à la baisse, notamment dans les services. Et que dans le manuf, il y a un redressement assez net. Encore une fois, il faut le souligner, hein, un redressement assez net. Mais en termes de niveau absolu, il ne faut quand même pas se leurrer. Ça reste à des niveaux extrêmement faibles, non vus depuis bon, les périodes de récession, bien sûr, mais aussi pendant la crise de la zone euro en 2012-2013, où là, les nouvelles commandes étaient extrêmement faibles. Donc voilà, je pense un premier semestre 2023 qui devrait être assez compliqué pour la France et pour la zone euro et pour les États-Unis également. Alors, sur le plan de l'inflation, alors on s'attend toujours à une inflation qui va malheureusement continuer à accélérer en France au premier trimestre 2023, donc à l'heure où nous parlons, essentiellement à cause des prix alimentaires. Là, vous avez à droite notamment le CPI, donc c'est l'indice des prix alimentaires pour les biens alimentaires hors fruits et légumes. Et on voit qu'il y a une très forte corrélation avec la courbe bleue, qui est les prix de production dans les industries agroalimentaires. Avec un décalage de 5 mois, on voit que si on en croit ce graphique, et si on en croit les décalages habituels entre les prix de production, donc en amont des chaînes, et les prix aux consommateurs finaux, avec un décalage de 5-6 mois, on voit que l'inflation alimentaire va dépasser les 12-13% dans les prochains mois, donc ce qui est très mauvais, bien sûr, pour le portefeuille des ménages. Les chiffres de l'INSEE, d'ailleurs, publiés ce matin, ont montré que la consommation était encore une fois l'élément faible de la croissance, et notamment la consommation alimentaire est en chute libre en France. L'inflation énergétique, elle, vous le voyez à gauche, elle est attendue en repli. Comme vous avez nos prévisions ici, en repli, mais néanmoins en repli, je dirais en repli lent, malheureusement, une inflation qui sera toujours positive, en repli, mais toujours positive. Essentiellement parce que vous avez notamment des hausses des tarifs réglementés du gaz et de l'électricité en janvier et en février. Donc, c'est un petit peu pareil que, si vous voulez, l'histoire entreprise, c'est qu'avec retard, les ménages commencent à payer un petit peu plus sur leurs factures, puisque l'État les a largement préservés grâce aux tarifs réglementés du gaz et de l'électricité, dans lesquels sont une majorité de ménages. Malheureusement, dans 2023, l'État a lâché un petit peu de l'Est en laissant les tarifs augmenter de 15%. Donc, un repli de l'inflation énergétique qui sera lent, je dirais.
Alors, j'évoquais justement la consommation des ménages qui, encore une fois, donc c'est quasiment 60% du PIB, donc c'est vraiment un poste à suivre et on voit que c'est vraiment, je me répète, mais important, le point faible de l'économie française et plus généralement de l'économie européenne. Vous avez à gauche, par exemple, la croissance de la consommation avec la confiance des consommateurs, c'est la courbe bleue, et vous voyez que la confiance des consommateurs, la confiance des ménages est à des niveaux historiquement bas. Même pendant la Covid et même pendant la crise de la zone euro et la grande crise financière, on n'était pas à des niveaux aussi bas. Et vous voyez qu'il y a une corrélation assez bonne avec les dépenses de consommation. Et là encore, vous n'avez pas les derniers chiffres du T4 qui ont été publiés ce matin et qui ont montré, comme je vous l'ai dit, que la consommation a encore plongé. Donc clairement, le point faible, c'est la consommation, ce qui n'est pas étonnant puisque les ménages sont très sensibles à l'inflation énergétique et à l'inflation alimentaire. Donc, ils tendent à être assez pessimistes. Aussi, sur le plan des ménages, c'est intéressant de voir à droite les perspectives du secteur de l'investissement résidentiel, donc la construction de logements neufs. On voit quand même que ça commence à plier, ce qui n'est pas étonnant puisque c'est un secteur très sensible aux hausses de taux d'intérêt. Et on voit ici à droite que les enquêtes de la Banque de France nous rapportent que les banques françaises, la demande de crédit immobilier, donc c'est la courbe grise-verte, est en chute assez importante. C'est-à-dire en gros la demande de nouveaux crédits immobiliers de la part des ménages auprès des banques françaises est en chute libre. Et on voit que cela signale, c'est la courbe bleue, dwelling investment, c'est-à-dire en gros l'investissement résidentiel devrait chuter assez nettement en 2023, mais ce qui n'est pas étonnant, encore une fois, puisque c'est un secteur qui est très sensible aux conditions monétaires et financières. Et avec une BCE, une Banque Centrale Européenne très agressive, comme je l'ai expliqué dans un slide précédent, c'est pas étonnant qu'on commence à voir les effets avec retard de cette politique monétaire extrêmement restrictive. Alors, sur les perspectives du secteur manufacturier, donc on s'attend à des petites baisses d'activité qui ont été d'ailleurs confirmées par, encore une fois, les chiffres du PIB ce matin, qui ont montré une production industrielle qui, ça y est, commencé à baisser, donc qui commence un peu à flancher. On s'y attendait, hein, mais là, on voit dans les chiffres clairement. Alors peut-être commencer avec le graphique de droite qui vous montre en gros la production industrielle et les nouvelles commandes. Les nouvelles commandes toujours dans l'indice PMI, les nouvelles commandes à la fois nouvelles commandes domestiques et extérieures, donc les exports, avec 3 mois de décalage. Et on voit que les nouvelles commandes sont extrêmement mal orientées. Comme la courbe bleue à droite, vous voyez qu'elle plonge assez nettement, un petit peu pareil que la courbe que je vous avais montrée pour les Américains. Donc clairement, les perspectives sont quand même assez compliquées pour le secteur manufacturier, pour les exports, pour la production manufacturière en France et en Europe, comme on peut le voir ici. Néanmoins, un facteur positif de résilience, je crois, qui selon nous évitera une récession forte, mais juste une récession modeste du secteur manufacturier. Ce sont le stock de commandes passées à gauche. Vous avez là l'enquête Commission européenne, Industry Backlog, ça veut dire en gros que le secteur manufacturier en France peut produire pour 5 à 5,5 mois de production pour répondre au stock de commandes passées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant la pandémie de Covid, et en 2021 surtout, les entreprises du secteur industriel n'ont pas pu répondre à un énorme stock de commandes à cause des pénuries massives qui ont empêché la production. Or, comme je vous l'ai dit, ces pénuries se résorbent très rapidement, ça c'est une bonne nouvelle. Et donc, ce qui permet à toutes les commandes passées, encore une fois, j'ai le secteur de l'auto en tête, donc toutes les commandes passées, elles peuvent maintenant y répondre et donc elles peuvent encore produire en dépit d'une chute importante, comme je vous l'ai dit, des nouvelles commandes. Encore une fois, le graphique de droite, c'est les nouvelles commandes, si vous voulez. Le graphique de gauche, c'est les commandes passées. Le stock de commandes passées qui est important. Donc, c'est vraiment je dirais, un facteur d'amortisseur du choc. Donc, un secteur qui devrait résister, on va dire, le secteur manufacturier. Toujours en restant sur le secteur manufacturier, vous avez à gauche, là, une décomposition, en fait, par poste de la production industrielle. Donc, chiffre de l'INSEE, donc vous avez une base 100 2019, donc juste avant la pandémie de Covid. Et vous voyez que globalement, le topo général, c'est quand même l'industrie manufacturière française. C'est quand même pas, les chiffres sont quand même pas excellents. Beaucoup de secteurs, comme vous le voyez, sont en dessous de leur niveau pré-Covid.
Par exemple, les équipements de transport, hein. Et on a eu les chiffres ce matin de l'INSEE encore ont confirmé la mauvaise tenue des équipements de transport. On voit que par contre, le secteur automobile, motor vehicles, la courbe bleue se redresse très fortement depuis plusieurs mois. Et encore une fois, c'est lié à la fin des pénuries. Mais pris dans son ensemble, voilà, c'est quand même une activité qui est quand même très très plate, très peu dynamique globalement. Donc clairement des pertes de parts de marché. À droite, vous avez un petit peu nos perspectives 2023 sur les hausses ou les baisses d'export attendues. Et on voit que les deux secteurs au niveau manufacturier qui s'en sortiraient le mieux, c'est les équipements de transport et auto. Voilà. Mais des secteurs comme la chimie, là, vous voyez, en bas du tableau, en bas du graphique, la chimie, l'électronique et les métaux, on s'attend à des baisses d'exportation et à des baisses de production, en particulier au coût énergétique important, hein. En chimie, vous savez que en chimie notamment, tu es un gros consommateur d'énergie, mais également l'électronique, hein. L'électronique, on voit que les perspectives ne sont pas très très bonnes pour 2023, alors que l'auto et les équipements de transport ont plus de potentiel de rebond. Et bien sûr, vous avez ce qu'on appelle other services, en gros les services. Là, on s'attend à des gains assez importants grâce notamment au tourisme, mais aussi à un secteur des services, des exportations de services, assurance, fret, recherche et développement, marketing, qui se portent plutôt bien. Donc, pour un petit peu améliorer le tableau du commerce extérieur français, on peut évoquer effectivement les services, les exports de services qui se portent très bien, alors que les exports de biens, malheureusement, ont vraiment du mal à se redresser. Alors maintenant, pour parler des perspectives entreprises plus généralement, donc on regarde ça plus généralement au niveau entreprise non financière, donc essentiellement entreprise de services. Alors, on a terminé 2022 sur des conditions plutôt favorables, je dirais, avec des entreprises qui ont fortement investi. Il faut savoir que j'évoquais beaucoup la consommation des ménages, le point noir ou le point noir de l'économie française. En revanche, l'investissement entreprise, ça a été le point positif, très positif, je dirais même, de l'économie. Et on voit qu'à la fin 2022, là que vous avez à gauche les demandes de crédit entreprises auprès des banques pour financer les investissements, donc c'est la courbe bleue, et pour financer le cash, c'est-à-dire en gros financer les trésoreries. Et on voit qu'à la fin 2022, il y a une accélération assez marquée. Alors, on peut voir ça par le fait que les entreprises sont allées vers leurs banques pour renforcer leur trésorerie. Elles sentent bien que 2023 sera une année compliquée, hein, comme je vous l'ai expliqué, avec notamment la hausse des factures d'électricité. Mais également, on voit que l'investissement, la demande de crédit pour financer l'investissement, c'est plutôt bien orienté. Donc, les perspectives d'investissement sont pas si mauvaises, je dirais, pour 2023. En tout cas, il y a une forte demande de crédit. Et encore, les chiffres que je vous montre sont en volume, hein. Ils sont vraiment corrigés des effets de l'inflation, donc ce sont des purs effets volume. Tout ça est confirmé par les enquêtes Banque de France à droite, si vous voulez. La courbe verte grise qui monte fortement, c'est la demande de crédit, telle que répertoriée par les banques françaises. Et on voit que la demande de crédit entreprise a été très forte. Donc, ça corrobore vraiment les chiffres de gauche. Une très forte demande d'entreprise pour renforcer leur trésorerie et pour investir. Pour passer 2023, en fait, dans de bonnes conditions, je dirais. Et les banques, par ailleurs, comme on le voit à droite, les banques ont été très généreuses, je dirais, puisque le robinet du crédit a été globalement largement ouvert pour les entreprises françaises. Même si ça n'exclut pas, bien évidemment, au niveau TPE, PME, un robinet du crédit qui s'est un petit peu refermé et qui risque aussi d'être moins généreux en 2023. Alors, 2023, justement, les perspectives donc, en termes de conditions financières s'annoncent beaucoup plus compliquées, compliquées pour les entreprises. Là, vous avez à gauche les taux entreprises sur les nouveaux financements. Et on voit que la toute fin 2022, il y a une explosion. Vous le voyez, c'est assez net, je crois. On voit que ça suit en fait les taux BCE, hein. Les taux BCE, c'est le taux directeur BCE, c'est l'autre courbe. Et on voit qu'à la toute fin 2022, les taux ont suivi les taux BCE, les taux corporates ont suivi les taux BCE. Donc maintenant, vous avez des entreprises françaises qui se refinancent, qui se financent à des taux bien plus élevés qu'elles ont eu de l'habitude pendant le passé. Donc clairement, le coût du crédit augmente nettement.
ce qui, encore une fois, je pense, confirme un scénario récessif ou stagnation de l'activité 2023, malheureusement. On a calculé à droite l'impact sur le taux de marge d'une hausse des taux d'intérêt de 200 points de base. Donc, c'est à peu près le choc auquel on s'attend entre fin 2022 et fin 2023. Et on voit que sur la France, c'est à peu près 3,5 de points de baisse du taux de marge, proche de l'Italie, de l'Espagne, un peu moins au niveau américain, Royaume-Uni. Alors, néanmoins, encore une fois, les ratios, je dirais, financiers de profitabilité entreprises françaises sont plutôt bons. En tout cas, on aborde 2023 dans une situation plutôt bonne. Là, vous avez à gauche, par exemple, alors encore une fois, le taux d'investissement qui représente l'investissement sur la valeur ajoutée, donc c'est la courbe bleue. On voit que c'est vraiment une bonne nouvelle. Encore une fois, depuis 2010-2012, ce taux d'investissement est vraiment orienté à la hausse de façon assez nette, je pense. Et il a suivi, ou plutôt il a été en partie expliqué par une hausse de la profitabilité. L'autre courbe, c'est le taux de profit après taxe. Donc, le taux de profit entreprise après taxe en pourcentage de la valeur ajoutée. Et on voit que depuis les politiques d'offres menées sous les quinquennats Hollande et Macron 1, le taux de profitabilité, c'est quand même bien nettement redressé, il faut le dire. Et ça tient un des facteurs, pas le seul, hein, mais un des facteurs qui a permis aux entreprises de plus investir. Un autre point sur lequel il faut insister, c'est le soutien budgétaire. Donc là, vous avez à droite, si vous voulez, le taux de pression fiscale et sociale en pourcentage de la valeur ajoutée, à peu près à 25%. Donc, un quart de la valeur ajoutée représente, en tout cas, part en taxes ou en versement de cotisation. C'est les payroll taxes, là, et on voit que pendant la crise de la pandémie, ce ratio a fortement baissé, avec le quoi qu'il en coûte, hein, hausse des subventions, baisse des taxes. Et on s'attend au cours des prochains trimestres à une petite baisse de ce ratio, puisqu'un certain nombre d'aides entreprises vont commencer à se faire sentir, notamment les baisses des taxes à la production confirmées par Bercy lors de son dernier budget présenté en octobre de l'année 2022. Donc voilà. Un point sur le marché du travail, un autre facteur de résilience, je crois, important à souligner. C'est vrai qu'on s'attend à une hausse très modeste. À gauche, vous avez nos prévisions de chômage. Donc là, on est à peu près à 7,2%, France métropolitaine. On s'attend, comme vous le voyez, à une hausse très modeste. On resterait sur les 8% de chômage. Donc clairement, un amortisseur important. Et on voit que par le passé, le chômage augmentait bien plus fortement pendant les périodes de récession ou de stagnation, comme on l'a vu en 2008 ou en 2012-2013. Hein. On le voit, le chômage a atteint plus de 10%. Donc la bonne nouvelle, c'est que cette période, pour nous, semble révolue, puisque nous sommes maintenant dans un monde où les pénuries de main-d'œuvre deviennent vraiment structurelles. Ce qui veut dire que maintenant, en phase de décélération, de baisse de l'activité, typiquement, vous avez des entreprises qui préfèrent baisser les heures travaillées et garder leur main-d'œuvre plutôt que s'en débarrasser. Là, vous avez à droite les enquêtes Commission européenne sur l'industrie et les services, et on voit que le nombre d'entreprises dans ces deux secteurs qui nous rapportent des pénuries de main-d'œuvre est à des plus hauts historiques. Donc, clairement, des pénuries à tous les niveaux, du cadre à l'ouvrier non qualifié, dans tous les secteurs, des pénuries assez étendues et assez larges et qui couvrent tous les secteurs. Donc clairement, ce que ça veut dire, c'est que les entreprises vont probablement réduire leurs offres d'emploi, les vacances d'emploi, mais en tout cas, les salariés, la main-d'œuvre, elle, devrait être plutôt gardée. Et donc, c'est une bonne nouvelle d'amortisseur de l'activité, puisque ça veut dire plus de gens avec des salaires, donc plus de gens qui peuvent consommer. Donc, clairement, un facteur d'amortisseur, encore une fois, du choc. Alors, un point maintenant rapide sur les perspectives fin 2023 et 2024. Alors, on s'attend, nous, à une reprise de l'activité en termes de timing au deuxième semestre 2023, donc à partir fin de l'été, si vous voulez. Et pourquoi? On pense que la consommation, en fait, sera la consommation qui est actuellement le point faible. Elle va commencer à se redresser, je dirais, à partir du deuxième semestre 2023. Et pourquoi? Parce que vous avez à gauche, vous voyez, avec retard, les salaires commencent à accélérer assez nettement.
Et pour rattraper les pertes de pouvoir d'achat, hein, ce qui est typiquement dans un cycle, hein, l'inflation augmente rapidement, mais il y a un certain temps de latence avant que les salaires ne rattrapent. Et on voit, donc les salaires sont assez bien orientés. Nos prévisions, comme vous voyez ici, tablent sur des hausses de salaire de 4% environ en glissement annuel, alors que l'inflation, nous pensons, et je l'ai expliqué, je crois, dans un slide précédent, nous pensons que l'inflation va refluer vers 3 à 2% d'ici la fin de l'année. Donc clairement, les salaires maintenant vont augmenter plus que l'inflation, donc les salaires réels, les salaires ajustés de l'inflation, vont un petit peu se redresser, ce qui est un facteur positif pour le rebond de la consommation. Néanmoins, la croissance devrait être molle. 2024, environ 1%, donc c'est quand même une croissance assez molle. Pourquoi? Alors nous, on pense que vraiment les besoins de consolidation budgétaire sont extrêmement importants en France et en zone euro plus généralement. Un point, je pense, assez peu abordé. Mais comme je vous l'ai dit, donc l'État a mis énormément de milliards d'euros sur la table et ces aides, forcément, au bout d'un moment, la question va se poser de devoir les retirer, du moins en partie. Et donc, côté politique budgétaire, un impact plutôt négatif sur la croissance. Là, vous avez à droite nos prévisions de déficit public français. Vous avez une décomposition avec le solde primaire et les dépenses d'intérêt. Donc, l'année dernière, on tape sur moins 5,1% environ. On n'a pas encore les chiffres définitifs. Cette année, on tape sur un creusement du déficit à 5,5%. Bercy est à 5%, donc Bercy est plus optimiste que nous. Et en 2024, on s'attend à un début de consolidation budgétaire, c'est-à-dire l'État va commencer à réduire les aides et commencer finalement à essayer de réduire son déficit. D'autant plus que la charge d'intérêt, j'insiste là-dessus, la charge d'intérêt, vous le voyez sur le graphique, encore une fois, commence à augmenter assez nettement, puisque bien évidemment les taux d'intérêt, comme je vous l'ai expliqué, sont élevés et vont rester durablement. J'ai essayé d'expliquer dans un slide sur la BCE. Les taux d'intérêt sont élevés et vont rester durablement. Donc, clairement, une charge d'intérêt, à fur et à mesure que l'État français se refinance avec des taux d'intérêt plus élevés, une charge d'intérêt qui va augmenter et qui va dépasser certainement les 2,5 points de PIB. Donc, des efforts assez importants sont à attendre côté consolidation budgétaire. Donc, typiquement, les perspectives, malheureusement, 2024, on ne parie pas sur un fort rebond, mais sur un rebond mou de l'activité en termes de PIB. Alors, un point de défaillance pour terminer, et ensuite, je pense qu'on pourra passer aux questions-réponses, s'il y en a. Alors, on table, nous, à Alliance Trade, sur 59 000 défaillances en 2023, 56 000 défaillances en 2024. Donc là, vous avez à droite, on montre de façon transparente nos prévisions. Là, vous avez des chiffres en données trimestrielles. Et on voit qu'en fait, le nombre de défaillances en fait, est assez bien lié au cycle économique. La croissance du PIB, le GDP growth, vous voyez, il y a une corrélation assez forte, sauf pendant la pandémie, bien évidemment, où là, on a mis en espèce de gel provisoire les défaillances. Et là, c'est vrai qu'on assiste clairement à un retour à une normalisation accélérée à des niveaux pré-pandémie. Même 59 000 défaillances 2023, c'est même à des niveaux supérieurs à la période juste avant la pandémie. Donc, par exemple, en 2016-2019, on était plus sur 50, 53 000 défaillances. Donc, clairement, un rattrapage en termes de défaillances lié, encore une fois, au cycle économique, comme vous le voyez à droite. En termes de répartition, là, vous avez à gauche par chiffre d'affaires et par tranche de chiffre d'affaires, pardon. Vous avez les derniers chiffres, évolution du dernier mois. Donc, et comparé à 2021, donc on voit que, bien évidemment, c'est toujours les PME, donc celles qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 250 000 euros, à gauche, vous voyez les grosses barres, c'est là qu'on observe les accélérations les plus fortes, hein, ce qui n'est pas étonnant. Ce sont les plus impactés par la crise de l'énergie, notamment. Et on voit quand même que les très, très grosses entreprises, donc tout à fait à droite, avec un chiffre d'affaires supérieur à 15 millions, on est passé de 78 grosses entreprises en défaillance en 2021 à peu près 93 en 2022, donc ce qui fait quand même une hausse de 19%. Mais clairement, l'idée générale, c'est que les défaillances sont en hausse dans tous les secteurs d'activité, en gros, et dans toutes les tranches de chiffre d'affaires, avec, encore une fois, plus marqué sur les petites PME, sur les PME, les TPE, et sur la construction, la restauration notamment, et le commerce.
on observe des hausses des accélérations assez marquées. Donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour la présentation. Et donc, si vous le voulez bien, je suis preneur des questions et si je puis répondre, ce sera avec plaisir. Merci Maxime pour cette intervention toujours très claire et précise. N'hésitez pas si vous avez des questions pour Maxime. Donc dans le chat, il n'y a pas eu de questions. Peut-être vous attendiez la fin de la présentation pour avoir des idées. Bon, en attendant, moi j'ai une petite question pour vous. Les prévisions que vous nous avez données, là, Maxime, intègrent-elles les nouvelles mesures protectionnistes américaines dernièrement annoncées et quels impacts voyez-vous? Alors, c'est vrai que côté américain, on en parle beaucoup des annonces du président qui ont été signées en août ou septembre dernier, par exemple Biden, signé par le Congrès également, donc ce qui s'appelle l'Inflation Reduction Act, l'IRA, pour les connaisseurs. C'est à peu près, c'est quand même des chiffres assez impressionnants, 390 milliards environ mis sur la table, donc des chiffres importants. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est réparti sur 10 ans, en fait. Cette IRA, donc cette nouvelle loi IRA est répartie sur 10 ans. Donc, si vous prenez l'impact annuel en termes de PIB américain, c'est 0,1, 0,2. Donc, en termes de PIB américain, c'est vraiment pas grand-chose à court terme. Donc, c'est très difficile de voir un impact à court terme de ce plan. En plus, il pourra peut-être être abrogé par les républicains si les républicains reviennent au pouvoir l'année prochaine. Mais néanmoins, il n'en demeure pas moins que clairement les États-Unis s'orientent vers des politiques très protectionnistes, puisque tous ces plans, en gros, ça veut dire quoi? C'est que les Américains vont favoriser leur industrie domestique, puisque pour produire un certain nombre de biens, notamment dans la transition énergétique et écologique, les entreprises devront avoir un minimum de biens produits sur le territoire américain. Donc clairement, il y a des inquiétudes fortes côté européen, avec d'ailleurs les chefs d'État qui se réunissent la semaine prochaine pour apporter leurs réponses. Donc beaucoup de choses qui se passent de ce côté-là. Mais à très court terme, c'est vrai que les impacts sont assez modestes, comme je vous l'ai dit, mais dans les prochaines années, on pourrait voir des effets plus importants. Et un dernier point là-dessus, il y a aussi une nouvelle loi qu'ils ont mis en place, ce qu'ils appellent le Semiconductor Act. Donc les Américains augmentent très fortement les dépenses de recherche et développement dans les semi-conducteurs, puisqu'ils ont bien vu que c'était une industrie clé et qu'il y a eu beaucoup de pénuries, et donc ils veulent plus être moins dépendants des Asiatiques, et notamment moins dépendants des Chinois, des Taïwanais. Et là, il y a des estimations qui nous montrent que les Américains vont être les deuxièmes en termes de dépenses d'investissement de politique industrielle après les Chinois, dès 2023. Donc sur la politique industrielle pure, ils devraient dépenser près de 0,7% de leur PIB après 0,4% en 2022, ce qui n'a pas l'air énorme comme ça, mais puisque l'économie américaine est aussi énorme, en termes de chiffres absolus, c'est quand même assez important. Donc clairement, dans les prochaines années, des effets à attendre sur la compétitivité et les commerces, même si à court terme, très clairement, ça a relativement peu d'impact. Merci Maxime. Avez-vous des questions? N'hésitez pas. Hein. Oui, alors, Christian Persona nous pose une question. La très forte hausse des demandes de crédit mi-2022 est-elle selon vous due aux besoins d'investissement ou à une anticipation de la forte hausse des taux d'intérêt qui se profilait? Oui, je suis d'accord avec… non, je suis d'accord. En gros, cette personne demande pourquoi les entreprises ont augmenté. Donc là, c'est mon graphique de gauche. Hein. Oui, tout à fait. Je pense que les entreprises anticipent bien, enfin, elles voient bien que les taux d'intérêt augmentent fortement. Elles voient bien que les banques ne vont pas forcément rester très généreuses pour longtemps en 2023. Donc, par anticipation, si vous voulez, comme on le voit sur le graphique, par anticipation, clairement, elles en ont profité pendant que les taux étaient encore bas. Elles en ont profité pendant que les vannes du crédit étaient encore ouvertes pour prendre les crédits et financer leur investissement, puisque 2023 serait une année beaucoup plus compliquée, avec des taux d'intérêt plus élevés. Donc, clairement, très rationnellement, je dirais,
les entreprises sont allées au guichet des banques et donc vont pouvoir passer 2023 de façon relativement sereine, je dirais, même si niveau PME, TPE, la situation est peut-être moins bonne. Donc oui, très, très bonne question et c'est totalement aligné avec les données que là vous avez sur les deux graphiques. Hein. J'ai une petite question, alors vu qu'il n'y en a pas d'autres pour l'instant. Tout à l'heure, on a parlé des défaillances des entreprises et quelles seront, selon vous, les causes de défaillance des entreprises sur l'année à suivre pour vous? Alors, oui, les défaillances, donc c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs. Typiquement, comment vous dire, des déterminants typiques des défaillances, c'est quand les charges d'intérêt augmentent par rapport aux marges. Donc, c'est un indicateur financier à suivre de près. Donc, la charge d'intérêt sur les marges. Et là, comme je vous l'ai expliqué, les taux d'intérêt augmentent fortement. Donc, ce ratio va clairement se dégrader dans beaucoup d'entreprises, malheureusement, et notamment dans les PME. Donc clairement, ça sous-entend une hausse assez nette des défaillances. Aussi, il faut regarder, par exemple, en termes de niveau entreprise, le niveau de dette par rapport aux actifs liquides. Si vous avez beaucoup de dettes et vous avez peu d'actifs liquides, c'est-à-dire en gros peu d'actifs que vous pouvez liquider pour payer vos dettes, c'est aussi un facteur de défaillance. Donc clairement, au niveau micro, au niveau de l'entreprise, c'est un peu les deux indicateurs qu'on regarde. Mais 2023, en termes de défaillance, c'est d'abord et avant tout lié au cycle économique, comme j'essaie de vous le montrer à droite. Ce graphique à droite montre clairement que la croissance du PIB, donc le cycle économique macro, a une forte corrélation avec les défaillances, et donc ça sera c'est la principale explication. Merci Maxime. Nous avons Laurent Noirclair qui a une question pour vous. Oui, bonjour. Laurent donc de Bamessa. Alors, Bonjour. j'avais une question sur l'inflation future, c'est-à-dire et la croissance. Donc aujourd'hui, les banques centrales augmentent les taux pour provoquer un effet récessif pour contrer l'inflation. Si on regarde on a la population chinoise qui a commencé à baisser. On regarde finalement les préoccupations de recrutement des entreprises avant la Covid, c'était leur première préoccupation. Et avec les évolutions de démographie dans les pays développés, donc on voit qu'on a un manque structurel de main-d'œuvre. Ma question est, finalement, est-ce qu'on pourra, enfin, bon, c'est difficile à prévoir, mais est-ce qu'on pourra retrouver une croissance à l'avenir sans inflation? Autrement dit, si on a un manque structurel de main-d'œuvre, dès que on aura une petite croissance, on aura les salaires qui augmenteront par le manque structurel de main-d'œuvre, et donc, dès que les banques centrales libéreront le crédit pour faire repartir l'économie, on aura automatiquement, finalement, une inflation, sans compter la transition énergétique, etc. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans un nouveau monde aujourd'hui d'inflation automatique dès qu'on a Et dans ce cas-là, la France, qui a un taux d'endettement très élevé, est-ce qu'elle n'est pas prise dans un étau également à cause de ça? Oui, c'est une très bonne question et il y a beaucoup de débats entre économistes pour être tout à fait transparent et honnête avec vous. Il n'y a pas forcément de consensus sur les perspectives un peu de moyen et long terme de l'inflation, mais c'est vrai que, comme vous le soulignez très bien, monsieur, il y a un certain nombre de facteurs qui poussent à croire que l'inflation de demain sera peut-être plus élevée. Vous avez évoqué la transition énergétique, puisqu'il y a un très fort besoin de matières premières, notamment de cuivre, donc des matières premières qui vont rester élevées. Vous avez évoqué la démographie, donc le vieillissement démographique. Effectivement, il y a plus de retraités, il y a moins d'actifs. Ce qui veut dire, c'est en gros, c'est ce que vous dites, hein, je le reformule avec mes propres mots, mais ça veut dire en gros la capacité productive des économies, notamment avancées, mais aussi chinoises, vous l'avez évoqué, va se réduire. Donc tout ça est plutôt inflationniste, vous avez raison. Et donc, d'ailleurs, Alliance, nous allons produire un papier là-dessus dans 2-3 semaines. Je vous invite à aller le voir, mes collègues vous manqueraient là-dessus. Mais pour vous répondre de façon peut-être un peu triviale, l'inflation, c'est un phénomène complexe, donc qui dépend de tous ces éléments. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que les éléments haussiers
maintenant deviennent plus prévalents, mais néanmoins, in fine, l'inflation, c'est quand même déterminé par les banques centrales. C'est-à-dire que si la Banque centrale, elle veut une inflation de 2%, elle l'aura, si elle a la volonté politique. Tout simplement, c'est ce qu'elle fait, elle tue la croissance, elle augmente le chômage. Elle peut le faire autant qu'elle veut, elle peut augmenter les taux à 20% s'il le faut pour détruire l'économie, mais l'inflation, c'est de façon ultime un choix politique et un choix de politique surtout monétaire. Donc, ce qui sera surtout important à surveiller, c'est comment les banques centrales, face à ces défis que vous évoquiez, démographiques, énergétiques notamment, est-ce que les banques centrales vont abandonner, se dire, bon, bah, priorité à la croissance, c'est pas grave si l'inflation part un petit peu, ou non, l'inflation restera à 2%, quoi qu'il en coûte en termes de croissance, en termes de chômage. Malheureusement, c'est très incertain. Votre question est très intéressante et passionnante, on pourra en discuter des heures, mais c'est très incertain, on ne sait pas comment les banques... Moi, mon a priori, c'est que les banques centrales vont rester dans leur mandat restrictif de défense de la stabilité des prix à 2%. Puis encore une fois, l'inflation, in fine, c'est les banques centrales qui le décident, mais il n'est pas à exclure qu'on leur assigne, c'est déjà un petit peu le cas, on leur assigne des rôles de plus en plus étendus, leur acheter des dettes liées à la transition énergétique, tout ça. Et donc là, vous avez une pente qui est un petit peu, à mon point de vue, de mon point de vue, une pente un petit peu dangereuse. Si les banques centrales commencent un petit peu à se mêler de politiques budgétaires, de politiques de taxation, là, elles prennent une pente un petit peu dangereuse. Mais pour vous répondre simplement et clairement, tout va dépendre du choix des banques centrales et des politiques. Est-ce que les politiques laisseront des banques centrales indépendantes avec une priorité absolue de retour à l'inflation de 2%? Donc voilà, c'est très incertain. Votre question est très large et complexe et passionnante, mais malheureusement, c'est les seuls éléments que je puis vous donner. Moi, mon a priori serait que l'inflation va rester peu ou prou proche de 2%, puisque les banques centrales seront sérieuses. Mais malheureusement, je n'ai pas une certitude absolue là-dessus. Maxime, merci. J'ai une dernière question d'Éric Demesse de chez Conflandé. Pardon. Vous n'avez pas évoqué l'impact de la guerre en Ukraine. Comment voyez-vous les conséquences d'un enlisement ou d'un embrasement du conflit sur l'économie mondiale? Alors, la guerre je n'ai pas évoqué le terme peut-être directement, mais pour la guerre en Ukraine, est clairement, les effets vont se faire sentir en 2023. Et je crois que ça transparaît très clairement dans ces graphiques-là. La guerre en Ukraine, c'est quoi, d'un point de vue purement économique, pour nous, Européens? C'est une hausse des prix des matières premières, puisque la Russie coupe ses approvisionnements en gaz. Et en plus, par-dessus le marché, vous avez des sanctions européennes sur l'importation de produits raffinés, produits pétroliers russes, etc. Donc, c'est d'abord et avant tout, le choc ukrainien, c'est d'abord et avant tout un choc sur le prix des matières premières. Donc, clairement, ça transparaît, je crois, dans toutes nos prévisions. Là c'est bien illustré. Les accélérations plutôt des hausses des factures d'énergie auxquelles on s'attend. Là, vous avez nos prévisions, encore une fois, j'insiste. C'est une conséquence directe, retardée, mais directe, de la guerre en Ukraine. Donc clairement, c'est un choc énorme, cette guerre russo-ukrainienne, à cause de son impact sur le prix des matières premières, et encore une fois, avec décalage, ça se transmet sur le prix des factures. Donc voilà, donc, je ne sais pas si j'étais assez clair, mais non, clairement, la guerre en Ukraine, je crois que c'est un des éléments clés, si ce n'est l'élément clé de nos prévisions 2023. Ouais. Merci beaucoup, Maxime. Voilà, il est temps maintenant de conclure. J'espère que cette vidéo écho vous aura plu. Nous vous enverrons le lien qui vous permettra de revoir cet événement si vous avez loupé quelques informations. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée et prenez soin de vous et à très bientôt. Allez, au revoir.